Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés puisque c'est parti pour une assez longue vidéo avec énormément de livres à vous présenter. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire si vous avez une demi-seconde ou à partager le lien de la vidéo sur vos réseaux. Là aussi ça donne un vrai coup de pouce, c'est super sympa et ça fait très plaisir. J'espère que vous avez prévu une boisson, voire plusieurs, un encas, voire votre repas complet, hein, parce que là, je pense qu'on est parti pour une bonne quarantaine de minutes, parce que je crois que j'ai 23, 24, 25 bouquins à vous présenter. C'est parti pour cette énorme book haul. Comme d'habitude, j'ai essayé de classer un petit peu par genre, donc je vais commencer par la jeunesse, l'imaginaire, ensuite on va aller du côté du contemporain, des documentaires et on terminera par les graphiques. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses très différentes. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je commence avec un recueil de nouvelles qui s'appelle Malfaiteur du Paris des Merveilles. C'est un recueil qui a été initié par Pierre Pével, qui est l'auteur de la trilogie du Paris des Merveilles. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps, j'avais beaucoup aimé sur le moment, je m'en souviens plus du tout maintenant, il faudrait que je lise la suite. Mais je me suis dit que pour me replonger dans cette histoire, dans cet univers, ça serait peut-être pas mal de re-rentrer par la porte des nouvelles, puisque donc Pierre Pével a initié ce recueil en invitant d'autres auteurs et autrices à écrire dans son univers, dans ce Paris des merveilles. Donc j'avoue que les auteurs-autrices, je ne les connais pas du tout, à part Pierre Pével évidemment. On a Charlie Eriksen, Irène Korsakisok, si c'est ça, pardon si j'écorche le nom, Anaïg Lequelec, Tiffaine Levillain et Bénédicte Vizier. Je sais pas si vous en connaissez un ou une, personnellement j'en connais aucun. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que si vous l'avez lu, si vous avez lu ces nouvelles, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si c'est bien dans la lignée de la trilogie de Pierre Pével, si ça vaut le coup de s'y plonger, bref, donnez-moi votre avis. Je continue avec un titre à la fois imaginaire, mythologique et jeunesse. Il s'agit du premier tome de la série de l'autre côté du mythe, premier tome qui s'appelle Ariadne, c'est de Flora Boukri et moi j'ai l'édition France Loisirs. À la base c'est chez Gulfstream. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, il y en a un troisième qui va arriver là au mois d'octobre ou novembre. Vous pouvez les lire complètement indépendamment puisque à chaque fois l'autrice met en avant un personnage mythologique. Donc là Ariadne c'est le mythe fille d'Ariane avec le Minotaure donc dans le labyrinthe. C'est un titre qui est très court, qui me fait de l'œil depuis vraiment pas mal de temps, ça fait 200 pages. J'en ai lu, entendu de très bons échos, donc j'espère que ça me plaira, en tout cas dès qu'on va dans la mythologie, mythologie grecque notamment, ça me parle toujours pas mal, en sachant que généralement quand on lit des textes mythologiques, notamment les textes mythologiques antiques, je pense à l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, etc., il y a quand même un aspect assez froid dans la narration. Là je pense qu'avec des réécritures plus modernes, comme on va s'attacher plus particulièrement à un personnage et qu'on va découvrir son histoire peut-être à travers ses yeux, je sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas ça me fait un peu penser à Circé de Madeline Miller, qui est absolument génial. Quand on change de point de vue et qu'on s'attache un petit peu plus profondément à un personnage, je trouve qu'on développe un peu plus l'humain et donc on a forcément plus d'émotions et en tant que lecteur on est plus facilement happé, en tout cas pour ma part. Donc là j'espère que ce sera le cas également. Petit achat aux Aventuriales de Ménétrol, donc le dernier week-end de septembre. J'y allais en tant que bibliothécaire avec mon collègue, donc on est passé un peu de stand en stand pour découvrir les nouveautés imaginaires et on a revu des auteurs, autrices qu'on aime beaucoup, on a discuté quand même pas mal et on est resté pas mal de temps vers la table de David Brie, Jean-Laurent Del Socorro, Nadia Coste et Aurélie Wellenstein. Et j'avais dit que je n'achetais rien. Je venais juste en tant que professionnelle bibliothécaire pour faire du repérage. Et j'ai quand même craqué pour 2 petites choses, dont le dernier de Nadia Coste et de sa sœur, Pauline Coste, qui s'appelle Devine de quand je t'appelle. C'est aux éditions Seuil. Elle nous a expliqué que cet écrit avec sa sœur, c'est quelque chose à laquelle elle pense depuis très longtemps toutes les deux. Sa sœur est passionnée
de préhistoire, passionnée et vraiment une grosse connaisseuse. Nadia Coste, c'est aussi une période qu'elle aime énormément. Je ne sais pas si vous avez lu son texte qui s'appelle Le Premier, qui était vraiment très bien, et donc qui se passait pendant la préhistoire. Là on y retourne, c'est un voyage dans le temps, c'est de la littérature jeunesse. On a je crois un ou deux ados qui vont être téléportés pendant la préhistoire, et grâce à ce scénario, à ce fil conducteur, les autrices vont apporter des éléments un peu didactiques sur ce que c'était que la vie à la préhistoire, peut-être faire tomber des clichés. Alors quand je dis didactique, c'est pas un cours qu'on va avoir, c'est vraiment un roman, une histoire, mais ça n'empêche qu'on va quand même apprendre des choses, je pense, et des choses assez passionnantes. En tout cas, moi, la préhistoire, c'est une période que je trouve assez fascinante. Je ne connais pas grand-chose sur le sujet, mais je suis toujours très curieuse d'en savoir plus. D'ailleurs, petite digression, comme d'habitude, si jamais vous aimez regarder des vidéos un petit peu de vulgarisation sur YouTube, je vous conseille absolument la chaîne de Thomas Laurent, qui est aussi auteur, mais qui est avant tout historien archéologue, qui fait beaucoup de vidéos très documentées, mais en même temps très accessibles au plus grand nombre, au grand public. Et dernièrement, enfin il y a quelques mois, il a fait une vidéo sur un homme préhistorique qui a été découvert, un squelette, et toutes les études qui ont été faites autour de ça, et notamment l'aspect un petit peu anthropologique, puisque l'idée c'était de découvrir qui était cet homme, comment il est arrivé là, comment il est mort ici, où il vivait, d'où il venait, enfin bon bref, un aspect assez passionnant, et je vous conseille donc la chaîne de Thomas Laurent sur le sujet. Je vous conseille aussi les chaînes de Nota Bene, très historiques, les chaînes de Charlie Danger, les revues du monde absolument passionnantes, et aussi la chaîne C'est une autre histoire de Marion quelque chose. Bref, ce sont des chaînes YouTube qu'on aime énormément avec Jason, Monsieur Lou, qu'on regarde très souvent. Enfin, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est dans notre programme. Vraiment, c'est des sujets qui nous passionnent. Voilà, donc si c'est le cas pour vous aussi, je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo, et franchement, n'hésitez pas. Allez-y, c'est des pépites. On continue en littérature jeunesse, un peu plus historique, avec Les Messagères de Christophe Lambert aux éditions Slalom. C'est un livre qui est inspiré de faits réels, quelques petites photos, qui va raconter l'histoire d'une jeune femme en 1936 aux États-Unis, dans les montagnes du Kentucky. C'est une bibliothécaire itinérante qui va aller à la rencontre de minorités, de communautés vraiment qui sont très reculées, qui va apporter des livres. La littérature. J'en sais pas bien plus, en tout cas, bon bah c'est un sujet quand même qui est assez interpellant, étant donné que je suis moi-même bibliothécaire, donc bah je vous rassure, hein, je vais pas à cheval au travail et je distribue pas les livres comme ça dans la campagne. Cela dit, ça pourrait être un projet assez sympa. Et puis ça sera l'occasion pour moi de découvrir enfin la plume de Christophe Lambert, qui est un auteur, un scénariste jeunesse, qui a écrit quand même pas mal de choses et qui est plutôt apprécié, mais que moi personnellement je n'ai jamais lu. Je continue avec un livre que j'avais pas forcément prévu d'acheter, mais j'ai passé une petite commande sur Vinted dans la boutique d'une jeune femme qui vendait un livre que je voulais absolument. Mais vraiment absolument, en état neuf, vous le verrez plus tard, et vraiment pas cher du tout. Et en plus, cette jeune femme proposait des pourcentages très intéressants, 50%, si on achetait plusieurs choses dans sa boutique. Elle vendait également quelques vêtements qui me plaisaient beaucoup, et donc j'arrivais à 4 articles, mais si je voulais 50% de réduction, énorme, il me fallait que j'achète un 5e article dans sa boutique. Ça pousse un peu à la consommation, mais je suis quand même très contente du 5e article que j'ai choisi. J'ai donc choisi ce livre-là, qui s'appelle Un bon féministe. C'est de Ivan Repila aux éditions Axe Sud, collection peut-être Chambon. Donc un titre que je crois j'avais déjà vu passer quelques fois, mais pour le coup quand j'ai vu la 4e de couverture, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez intriguant. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à bien vous le résumer, mais je vais essayer. C'est un roman qui est à la fois sociologique, un petit peu politique et dystopique, c'est ce que nous dit la 4e de couverture, puisqu'on va suivre un jeune homme qui va vouloir devenir un bon allié féministe, et pour ça il va vouloir créer un électrochoc dans les communautés, et donc il va créer un groupuscule vraiment extrémiste, extrême, de machos
mais vraiment le gros macho de base. Il va réunir plein de machos et voilà, ça va être le choc. Et grâce à cet électrochoc, il veut mettre en avant certaines choses. Voilà, je suis pas sûre de bien résumer cette histoire, en tout cas je vous invite à aller lire le résumé sur internet si ça vous interpelle. En tout cas c'est des sujets particulièrement d'actualité qui m'intéressent et je suis assez curieuse de découvrir comment l'auteur réussit à parler de ça sans tomber dans le cliché, dans le militantisme trop marqué, trop culpabilisant, enfin bon bref. Je suis curieuse de découvrir ce livre-là et j'ai cru voir qu'il était quand même plutôt bien noté, notamment sur Babelio. Justement les gens sont assez contents du traitement que l'auteur a fait de ce sujet-là. Bon, maintenant on va vraiment s'attaquer au gros de mon book haul. Plutôt de la littérature contemporaine et la particularité de tous les livres qui vont suivre, c'est que ce sont des livres qui appartiennent à la littérature irlandaise. Oui, je sais, je suis désolée, je parle de plus en plus de littérature irlandaise. Non, en fait, je suis pas désolée du tout. On m'a déjà fait la remarque plusieurs fois que mes goûts avaient énormément évolué, que je présentais plus du tout la même chose que ce que je présentais avant. Avant, je parlais beaucoup de littérature imaginaire, c'est vrai, mais il est vrai qu'en vieillissant, en évoluant, je lis beaucoup moins de littérature imaginaire, même si j'en lis encore un petit peu, mais bon voilà, et que je lis de plus en plus de littérature étrangère, contemporaine et effectivement de littérature irlandaise, puisque c'est quelque chose qui me plaît tout simplement, que je porte en moi, qui a un impact sur moi, ça me passionne. Alors je lis pas du tout ça pour justifier, je lis absolument que j'ai envie de lire, j'ai pas du tout besoin de rendre des comptes, si ça ne plaît pas, si ça ne vous plaît pas, personne vous pousse à regarder ces vidéos. Mais voilà, effectivement on m'a fait la remarque que mes lectures avaient beaucoup évolué depuis le début et que c'était peut-être un peu dommage. Je ne suis pas désolée, ce n'est pas dommage, moi ça me plaît et donc il y a de plus en plus de littérature irlandaise sur cette chaîne et entre nous je crois que c'est pas prêt de s'arrêter, je dirais même que ça risque de s'empirer au fil du temps. Pour faire le lien avec le livre que je viens de vous présenter, le livre que je voulais absolument acheter et que j'ai donc trouvé sur Vinted à très bon prix, en très bon état, sur le compte de la jeune femme dont je vous parlais juste avant, c'est Journal d'un jeune naturaliste de Dara McAnulty aux éditions Gaïa. Je vais enlever le bandeau, moi ça m'énerve, ça c'est comme les jaquettes, c'est très joli mais quand on lit c'est très chiant, ça arrête pas de glisser. Généralement j'enlève toujours tout et les bandeaux ça finit à la poubelle. Les jaquettes je les enlève quand je lis parce que ça m'agace, j'aime pas du tout la texture, le toucher quand je suis en train de bouquiner. Bref, Journal d'un jeune naturaliste, c'est donc écrit par un très jeune auteur nord-irlandais qui s'appelle donc Dara McAnulty, qui est autiste, qui a 16 ans, 17 ans, et qui est un écolo convaincu et donc qui va nous parler de la nature en Irlande du Nord, de sa vision des choses, de ses actions en faveur de la nature. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'ai l'impression que autant en littérature irlandaise, on va beaucoup parler de l'histoire du pays, du conflit avec l'Angleterre, donc du conflit nord-irlandais, surtout quand il s'agit de littérature nord-irlandaise, mais finalement assez peu d'écologie. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois cette thématique-là en littérature irlandaise, donc ça m'interpelle. Je sais que Charlotte Parlotte l'a lu et a beaucoup aimé. C'est d'ailleurs chez elle que j'ai repéré ce livre-là, donc je suis très curieuse de le découvrir à mon tour. Pendant nos vacances en Vendée fin août, on a fait un petit tour des librairies et c'est la tradition, comme je vous le dis assez régulièrement. Quand on visite une librairie pendant nos vacances, on a tendance à acheter au moins un petit truc. Voilà, c'est notre contribution aux librairies indépendantes locales qu'on peut visiter. Et puis ça fait un souvenir, je trouve que les livres sont très marqués par le souvenir de ces vacances-là. Donc même si les sacs sont très lourds ensuite et qu'on regrette, puisque généralement on est un petit peu con et on visite les librairies en début de séjour, donc après il faut se trimballer le poids dans le sac tout le reste du séjour, mais bon. Cette fois-ci j'ai acheté des albums, et que vous verrez après, et 2 livres de poche que je vous présente tout de suite. 2 livres de poche qui appartiennent donc à la littérature irlandaise, puisqu'on est dans cette petite partie là de la vidéo. Le premier que j'ai trouvé, c'est Des jours sans fin de Sébastien Barry. Sébastien Barry, je l'ai lu cette année avec son livre Le Testament caché, je crois. C'est lui qui a écrit ça. Oh, j'ai des problèmes de mémoire. Le Testament caché, oui, que j'avais plutôt bien aimé, notamment l'écriture, mais il m'avait manqué quelque chose quand même pour que ce soit une lecture géniale. Donc j'avais envie de lire autre chose de l'auteur puisque le style m'avait plutôt plu et j'ai donc eu envie de lire son livre le plus connu, Des jours sans fin, qui ne se passe pas du tout en Irlande mais aux États-Unis
dans les années 1850 et il y a un aspect, comment dire, presque western puisqu'on va être dans les plaines du Grand Ouest et on va croiser des Indiens. Bon, ça me fait un peu penser à Jim Fergus avec 1000 femmes blanches, etc. Même si ça se passe un petit peu plus tard, 1000 femmes blanches. Mais voilà, vous voyez un petit peu le décor, l'ambiance qu'il va pouvoir y avoir. Et la quatrième de couverture nous dit qu'on va voyager dans cette époque-là à travers le portrait d'une famille, d'un couple, de leur fille adoptive Sue et d'un vieux monsieur noir, un poète. Personnellement, c'est un environnement, un décor, une histoire, une partie historique qui là aussi m'interpelle, me rend curieuse, donc je pense que ça devrait me plaire. Le suivant, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai envie de découvrir l'auteur, qui est un auteur qui écrit assez régulièrement et en tout cas qui est traduit, je pense, quasiment tous les ans en français. Si je dis ça, c'est qu'il y a eu un de ses livres qui est sorti pour la rentrée littéraire de cet été, donc en littérature étrangère, et qui a eu de bons retours, de bons avis. Donc j'avais envie de découvrir cet auteur que je n'ai encore jamais lu, qui s'appelle Donald Ryan, et j'ai donc pris Tout ce que nous allons savoir, puisque c'était un des seuls livres qu'il y avait en poche de lui dans la librairie. Donc je me suis dit que pour découvrir sa plume, son imaginaire, ça serait pas mal de se pencher plutôt sur celui-ci. Puis bon, j'aime bien la couverture, l'illustration, hein. Forcément c'est une photo d'un petit village, d'un petit hameau en Irlande, je ne sais pas où. Bon, parce que là, ça va vraiment se passer en Irlande. Auteur irlandais, et il place son histoire en Irlande. Bon, alors là, ça va pas être hyper fun, hein, comme d'habitude avec la littérature irlandaise. On va suivre le journal d'une jeune femme qui se retrouve enceinte. Elle est abandonnée par le père de son futur enfant quand il apprend qu'elle est enceinte. Et elle va être rejetée également par la petite communauté irlandaise dans laquelle elle vit. Ancienne mœurs, voilà, très, très catholique, très religieuse. Quand une jeune femme n'était pas mariée et qu'en plus elle tombait enceinte hors des liens du mariage et qu'en plus elle se faisait abandonner par le père de l'enfant, voilà. Un petit peu pointé du doigt quand même. Je sais pas exactement à quelle époque ça se passe cette histoire. J'ose espérer que l'auteur ne place pas son récit dans les années 2000. Voilà, les mœurs sont un petit peu évoluées, même en Irlande. Donc on va suivre le journal de cette jeune femme et sa vie va prendre un tournant complètement différent grâce à une rencontre, à sa rencontre avec une jeune femme qui fait partie de la communauté du voyage, qui est une communauté qui est assez présente en Irlande. Et je n'en sais pas plus sur la quatrième de couverture et elle ne nous en dit de toute façon pas bien plus. C'est assez court comme roman, 230 pages. Si vous avez déjà lu Donald Ryan, si vous avez lu ce livre-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet auteur. J'ai profité d'une de mes dernières commandes France Loisirs pour prendre un roman un petit peu feel good. C'est un genre que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, c'est pas très représenté, mais avec l'hiver qui va arriver, c'est un genre que j'aime quand même assez bien lire. Vous voyez, sous un plaid avec un petit thé, vraiment le cliché des téléfilms de Noël, je me dis que ça passe toujours très bien, c'est un petit peu doudou. Et là en plus l'autrice est irlandaise et ça se passe en Irlande. Ça s'appelle donc La collectionneuse d'histoires de Evie Gogan et donc aux éditions France Loisirs. Bon, la quatrième de couverture a pas l'air follement originale, hein, on va bien se le dire. On va découvrir deux périodes différentes de l'histoire. Une partie qui va se dérouler en 1910 avec une héroïne qui s'appelle Anna et qui va rédiger le journal de ce qu'elle peut vivre. Et il y a des histoires un petit peu de folklore, de contes, de mystères dans son petit village, dans sa petite communauté. Et l'autre partie, ça se passe un siècle plus tard, donc dans les années 2010, on va suivre Sarah qui va découvrir le journal de Anna, qui va mettre le doigt sur un truc un petit peu bizarre. Franchement, rien d'extraordinaire là-dedans, je pense, mais le côté folklore, conte, mythe irlandais, ça fonctionne toujours avec moi. Enfin, moi j'ai toujours envie d'en savoir plus, j'ai toujours envie de voyager en Irlande, donc ça me paraît parfait. Quand je vous disais que c'était le genre de résumé de synopsis qui n'était pas forcément original, je me dis que c'est encore plus vrai quand je relis la quatrième de couverture du livre que je vais vous présenter tout de suite, qui a pas mal tourné sur les réseaux. J'étais pas forcément hyper emballée pour le découvrir parce que l'autrice est pas irlandaise. Je veux pas dire que j'aime pas lire des livres qui se passent en Irlande sur des sujets précis et qui sont écrits par des auteurs qui ne sont pas irlandais, parce que j'ai fait de magnifiques lectures d'auteurs non irlandais qui parlaient très très bien du pays. Mais là en fait l'autrice aborde une partie historique du pays et j'ai l'impression, en tout cas c'est un petit peu les retours que j'avais vus sur les réseaux et notamment sur Instagram, que l'histoire d'amour prenait
plus de place que la partie historique et que le côté irlandais et histoire irlandaise c'était vraiment un prétexte pas forcément très bien utilisé. Donc j'étais pas forcément hyper partante pour le lire, mais quand j'ai vu qu'il était proposé à une des opérations masse critique de Babelio le mois dernier, je l'ai coché et j'ai eu la chance d'être choisie pour celui-là, donc voilà. Bah tant mieux, hein, je vais pouvoir le découvrir et me faire mon propre avis sur la question. Ce que murmure le vent de Amy Harmon aux éditions Charleston. Quand je vous disais que ça me faisait un petit peu penser au synopsis du livre d'avant, c'est que là aussi on va avoir deux périodes un petit peu qui vont s'alterner. Une qui se passe dans les années 2000-2001, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anne, et une intrigue qui se passe pendant la guerre civile en Irlande, donc plutôt dans les années 20, 1920, 1921 exactement. Et en fait Anne va se retrouver catapultée dans les années 20. En fait à la base elle vient faire ses adieux à son grand-père qui est en train de mourir. Elle vit à Brooklyn, donc aux États-Unis, et son grand-père vit en Irlande du Nord. Elle vient lui faire ses adieux. Apparemment, elle est victime d'une mystérieuse attaque et quand elle se réveille, eh ben, elle se réveille dans l'Irlande des années 20, donc en pleine guerre civile. Donc clairement, moi, ce qui m'attire dans cette histoire, c'est l'aspect historique. J'ai envie d'être transportée dans les années 20 en Irlande. J'ai envie d'en savoir plus sur le conflit, sur pourquoi cette guerre civile. Il y a eu les Pâques sanglantes en 1916. Quel a été l'impact sur le pays? Comment est le quotidien des Irlandais à ce moment-là, après ces faits historiques? Voilà, j'ai envie d'en savoir plus de façon historique. J'espère que l'histoire d'amour et l'histoire personnelle d'Anne sera certes un petit peu développée parce qu'on s'attache toujours plus aux personnages quand on apprend à les connaître et à vivre des choses, à être ému grâce à ce qu'ils peuvent vivre, mais j'espère quand même que les rencontres, les histoires d'amour ne prendront pas toute la place dans ce roman. Voilà, donc je suis curieuse de lire ce livre, mais j'en attends beaucoup. On quitte la littérature irlandaise contemporaine pour aller plutôt du côté du polar irlandais avec Sam Millar, qui est un auteur assez connu en Irlande, que je n'ai jamais lu encore. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque et j'en ajoute un autre, c'est son tout dernier qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle Un tueur sur mesure. C'est aux éditions Métellier, collection noire. Ça se passe à Belfast, donc la capitale d'Irlande du Nord. Il va y avoir une histoire de braquage, de course-poursuite, de voyous, de banditisme, j'en sais pas bien plus. Sam Millar est assez connu pour avoir un univers assez sombre et un humour assez noir. Je vais donc découvrir ce livre en n'en sachant pas bien plus, mais assez curieuse de découvrir un nouvel auteur irlandais. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire quel titre vous pouvez me conseiller de cet auteur. Et c'est plutôt cool parce que je lis assez peu de polars, thrillers, et pourtant à chaque fois que j'en lis je suis plutôt très contente. Et donc là ça sera une pierre deux coups, la littérature irlandaise et en plus un polar, un genre que je lis pas si souvent que ça. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a un livre que je vois passer beaucoup et que j'ai très envie de lire. J'ai essayé de le trouver d'occasion sur Vinted et Jason m'a fait la surprise de me l'offrir il y a quelques jours, donc vraiment super surprise, super attention, je suis très contente et très curieuse de le découvrir. C'est donc Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, je sais pas comment on le dit, aux éditions Presse de la Cité. Encore un titre historique en Irlande. Là ça se passe à Dublin, ça se passe en 1918. Il y a une épidémie, l'épidémie de la grippe espagnole, et on va suivre plutôt des femmes infirmières qui vont lutter contre cette maladie et notamment à la maternité. Cette autrice est assez connue, elle est irlandaise mais elle vit maintenant au Canada et elle est notamment connue pour le livre qui a été adapté en film, le livre qui s'appelle Room. Je n'ai ni lu ni vu le film, mais c'est un titre qui m'interpelle et que j'ai très envie de découvrir. Alors je me dis je vais déjà lire celui-ci et si l'écriture me plaît, je pense que je ferai l'acquisition de Room et que je regarderai aussi l'adaptation au cinéma tant qu'à faire. Si là aussi c'est un livre que vous avez lu, si c'est une autrice que vous avez déjà lu, pareil. Donnez-moi vos commentaires, vos conseils en commentaire. Je suis assez curieuse de découvrir votre avis sur la question. Allez, dernier livre irlandais. Non, avant-dernier livre irlandais, pardon. Mes derniers romans qui flirtent un peu avec le documentaire, avec les écrits journalistiques. Là aussi, ça fait des mois que j'ai envie de lire ce livre, qui est sorti à la base chez Belfond en 2020. Et au début, je voulais me l'offrir chez Belfond, et puis finalement, j'ai vu qu'il était sorti en poche. J'en ai profité. J'ai profité de la sortie poche pour me l'offrir.
l'offrir. Il s'agit donc de Ne dis rien de Patrick Radden Keefe. Alors il y a un super bandeau, mais qui est même pas un bandeau détachable, hein, c'est vraiment imprimé sur la couverture, avec un petit mot qui nous dit que c'est le livre préféré de Barack Obama en 2019, que rien ne manque à cette enquête rédigée comme un thriller, une histoire vraie de la violence et de la mémoire en Irlande du Nord. Quand je disais que c'était un magnifique bandeau, c'était ironique, hein. Je déteste ce genre de machin là. Et puis en plus, bah voilà, c'est pas détachable. Donc bon, bref. Bon, en tout cas, ça vous donne une idée de ce qui va se dire dans ce livre-là, qui est donc une biographie, un récit journalistique qu'on nous dit rédigé comme un thriller. Donc je pense que ça va être très entraînant. J'allais dire très facile à lire. À mon avis, vu le sujet, ce sera pas très facile à lire, mais en tout cas plus fluide que vraiment un documentaire ou que vraiment une interview par exemple. Ça revient sur l'histoire du meurtre d'une mère de 10 enfants en Irlande du Nord. Moi j'avais déjà entendu parler de cette histoire parce qu'elle est ressortie il y a quelques années quand Gerry Adams, qui était l'ancienne tête du Sinn Féin, qui est un parti politique en Irlande et notamment en Irlande du Nord, avait été accusé pour, alors peut-être pas pour le meurtre, mais en tout cas d'avoir commandité tout ça, enfin d'avoir été dans cette histoire là. Voilà. Je pense que depuis il a été innocenté, je suis pas sûre. J'ai pas suivi plus que ça, mais en tout cas j'avais eu vent de cette histoire du meurtre de cette mère de 10 enfants en Irlande du Nord, puisqu'elle était soupçonnée d'avoir trahi l'IRA. En Irlande du Nord, voilà, dans les années 70, 80, même 90, avant les accords de paix, il y a eu beaucoup de morts de civils, notamment dans des fusillades, des manifestations. Enfin, vous connaissez peut-être le Bloody Sunday, j'en ai déjà parlé pas mal. Mais il y a eu aussi des meurtres plus discrets, entre guillemets, des règlements de compte, des assassinats vraiment de personnes bien ciblées. Il y en a eu quand même quelques-uns, et notamment celui-ci. Cette mère de famille qu'on soupçonnait d'avoir trahi l'IRA et donc en représailles, c'est pas joli. Donc là apparemment on va avoir le fin mot de l'histoire et en même temps on va avoir tout le contexte historique des troubles nord-irlandais qui va être rappelé derrière. Bon, voilà, assez passionnant. Pour peu qu'on s'intéresse au sujet, moi je pense que je vais être passionnée par cette lecture, je vais adorer. Allez, cette fois dernier livre irlandais, Célébrité irlandaise d'Oscar Wilde à John F. Kennedy aux éditions Agep de Claude Ponsol. C'est un livre que une ancienne amie de lycée m'a fait parvenir parce qu'elle a retrouvé ça dans ses cartons et elle m'a dit que ça pourrait me plaire. Alors, effectivement, je l'avais pas dans ma bibliothèque. Voilà, c'est assez court, mais ça revient effectivement sur des grands noms irlandais qu'on connaît tous plus ou moins. Jonathan Swift, John Jameson, Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, John Fitzgerald Kennedy qui était irlandais, John Wayne et le groupe U2. Voilà, donc vraiment des grands noms de la littérature, du cinéma, de la musique ou de la politique qui étaient irlandais. À chaque fois avec une petite illustration pour Jonathan Swift. On l'a pas loupé, hein. Merci si tu passes par là, c'est super sympa. Merci d'avoir pensé à moi et ça fait un livre de plus dans ma collection irlandaise. Côté documentaire, essais, biographie, je me suis acheté un petit livre dans une collection toute mignonne, dans une collection proposée par Gallimard Jeunesse. C'est Les Grandes Vies et donc il y a plusieurs figures très intéressantes que vous pouvez découvrir. Il y a Frida Kahlo, Marie Curie, Anne Frank, Nelson Mandela, Léonard de Vinci, Charles Darwin, Simone Veil, Maya Angelou, Joséphine Baker donc, Molière, Fernand de Magellan et Henri David Thoreau. J'avais envie d'en savoir plus sur cet auteur-là, qui est un auteur que je trouve très inspirant, sa façon de penser et de mener sa vie. Mais je pense qu'il y a certains aspects de sa vie qui me plairont un petit peu moins. Il y a peut-être des extrémités, des extrêmes qui me font un peu tiquer. Mais bon, c'est destiné aux enfants à la base, donc c'est très illustré, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça donne vraiment les grandes lignes des théories, des vies, des personnalités qui sont présentées. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Et si c'est le cas, je n'hésiterai pas à me procurer d'autres petites biographies, d'autres personnalités qui m'interpellent, qui m'intéressent. On change un peu de support puisque je me suis abonnée à un nouveau magazine, puisque j'ai profité d'une offre qui est peut-être toujours disponible. Vous pouvez peut-être voir sur le site internet. En fait, les 3 premiers mois, vous payez 1 € par mois. Donc c'est hyper intéressant. Et après, je pense que c'est 4 ou 5 € par mois en ayant en plus des hors-séries. Il s'agit donc de Epsilon, nouveau magazine
magazine d'actualité scientifique qui a été créé par l'ancienne équipe de Sciencevies. Et ils ont créé un magazine complètement indépendant qui à chaque fois traite de sujets complètement divers et variés, font appel à chaque fois à de très nombreux scientifiques dans le monde entier. À chaque fois on nous dit combien de scientifiques ont participé. Donc là, pour le premier numéro que moi j'ai reçu, qui était le numéro 2 en fait, celui d'août, il y a eu 83 scientifiques qui ont participé à l'élaboration de ce numéro-là. Le dossier principal, c'était sur les trous noirs, mais vous aviez aussi des dossiers sur la reforestation, qui n'est pas forcément une si bonne idée que ça. Une des premières civilisations, Tripilia, et puis quelque chose que personnellement j'aime beaucoup, parce que c'est des choses qu'on peut lire très rapidement, et qui nous apprennent plein de choses. À la fin de chaque numéro, vous avez un côté pop. Donc vraiment, c'est des tout petits paragraphes sur des sujets complètement divers et variés et des fois des informations mais complètement... Enfin, on se dit mais ça sert à rien de savoir ça, mais c'est plutôt drôle. Donc par exemple, ouais, vous voyez, il y a eu des expériences qui en ont conclu que les moineaux préféraient les terrasses qui étaient bondées plutôt que les terrasses qui étaient vides. 2,5 milliards, c'est le nombre total de T-Rex ayant vécu sur Terre. On nous dit que nos oreilles entendent mieux les cris de joie, que rien ne compense une mauvaise nuit, même pas le café. Voilà, c'est des expériences à chaque fois qui sont faites et qui sont résumées en quelques lignes. Sur le 3e numéro du magazine que j'ai lu également, il y avait un énorme dossier sur l'espace qui est sous-titré c'est le nouveau Far West et j'ai appris énormément de choses, c'est assez passionnant. Une enquête aussi sur la fin du paludisme, enquête sur un espoir fou. Un petit dossier sur les animaux nuisibles qui en fait nous protègent et ont un énorme intérêt, ça c'était vachement bien aussi. Donc pas mal de dossiers à chaque fois très différents sur des thématiques diverses et variées. Il y a des dossiers qui sont beaucoup moins accessibles que d'autres. Par exemple là sur le trou noir, j'avoue que j'ai pas capté grand chose, franchement c'était assez poussé, mais d'autres sur la reforestation ou là sur l'espace, sur la fin du paludisme ou même le Covid, c'était hyper accessible, très clair et très intéressant. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Et ce que j'apprécie énormément dans ce magazine, c'est que la parole est donnée aux scientifiques, à la science pure et dure, pas aux croyances, pas à la politique, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de couleur religieuse, c'est la science. Donc des fois la science, les conclusions vont pas forcément nous plaire, vont pas forcément aller dans un sens populaire, mais c'est la science. Et moi personnellement je pense que je suis une scientifique dans l'âme, la science je lui fais confiance. Et je trouve qu'à notre époque, on a de moins en moins confiance en la science et je trouve ça dangereux. Les croyances sont plus souvent remontées, mises en avant et partagées par les médias. Trouver un magazine qui vraiment est 100% scientifique, et bah ça fait du bien. C'est un super magazine et si l'offre des 3 premiers mois à 1 € par mois tient toujours, bah n'hésitez pas, c'est franchement bien fichu. Je vais aller fermer le rideau parce que j'ai la lumière en pleine poire et je pense que c'est pas très joli cette lumière là en plus. Je reviens tout de suite. Voilà, j'espère que c'est pas trop sombre. Allez, on finit par les graphiques. J'ai quelques BD et albums pour enfants à vous montrer. Je commence par le 2e achat que j'ai fait aux Aventuriales, donc à la fin du mois de septembre, la BD La Baleine Blanche des Mers Mortes par Aurélie Wellenstein et Bois Commun. C'est quoi son prénom? Jérémy? Non, pas du tout. Olivier Boiscommun aux éditions Dracou. Alors moi Mère Morte, le roman, je l'ai pas tant aimé que ça. Je sais, je suis contre l'avis général. J'ai adoré d'autres romans d'Aurélie Wellenstein, mais là le traitement des personnages de Mère Morte, pourtant la thématique, l'écologie, ça avait vraiment tout pour me plaire. Mais il y a un truc qui l'a pas vraiment fait avec moi. Mais comme c'est une thématique et un univers quand même que je trouvais très intéressant, très inspirant, j'avais envie de voir ce que l'autrice avait pu imaginer d'autre dans cet univers. Et donc là, elle nous propose sous un format support différent, un spin-off on va dire. On va voir ce qui se passe avant le roman Mère Morte et on va notamment suivre le personnage de Bengal. Comment il est arrivé à être ce personnage là dans Mère Morte, les rencontres qu'il a pu faire avant. Ça m'a interpellée et j'étais plutôt séduite par les couleurs. On revient du côté des achats France Loisirs. J'ai pris ces dernières semaines 2 BD que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. J'ai profité de les avoir un petit peu moins chers sur France Loisirs pour en profiter. J'ai pris les 2 premiers tomes de l'Odyssée. Donc premier tome, La colère de Poséidon, 2e tome ce sera sur Circé la magicienne. Donc ça fait partie de la très grande saga La sagesse des mythes qui est écrite et coordonnée plutôt par Luc Ferry avec Clotilde Bruno et ensuite des colorisateurs je pense un petit peu différents. Ici on a Giovanni Lorusso ou alors Giuseppe Begera. Une série qu'on a à la médiathèque, maintenant il y a des dizaines et des dizaines de tomes, je pense qu'on peut les lire un petit peu indépendamment. Et là ça sera l'occasion de m'y plonger. Bon bah j'avoue que c'est surtout
l'histoire de Circé la magicienne qui m'interpellait. Mais tant qu'à faire, je vais essayer de prendre les 4 tomes qui parlent de l'Odyssée, ça serait bien. Je peux pas vous montrer le livre puisqu'on l'a acheté également au mois d'août, mais c'était vraiment trop lourd pour le mettre dans notre sac à dos, puis on avait peur de l'abîmer. Donc il est resté chez les parents de Jason, ils devraient nous le faire parvenir dans un petit colis un de ces jours. On a eu la chance de croiser, d'assister à un concert dessiné de Benjamin Lacombe. C'était gratuit, c'était au théâtre de La Roche-sur-Yon, donc c'était super. Donc lui il était au dessin et en même temps il y avait de la musique par un de ses amis qui s'appelle Guillaume Cousin. Et donc pendant que Guillaume Cousin jouait de la guitare, chantait, on voyait Benjamin Lacombe qui dessinait en direct des illustrations d'Alice. Alice au Pays des Merveilles, un des livres qu'il a illustré et qui est un des plus connus. Et donc à la fin du concert dessiné, on a acheté un exemplaire d'Alice et on l'a fait dédicacer. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas sur moi là, mais bon on l'aura bientôt dans la bibliothèque. En tout cas c'était super, c'était hyper impressionnant. Et j'avoue que le dessin de Benjamin Lacombe, à la base, c'est pas un dessin que j'affectionne plus que ça. J'aime bien, mais effectivement, il y a un petit côté qui me met mal à l'aise. C'est pas des illustrations que j'afficherai chez moi, par exemple. Mais là, de l'avoir vu dessiner en direct, c'était tellement impressionnant. Voilà, je me suis dit que ça méritait d'avoir un de ces livres dans notre bibliothèque. Et puis là encore, ça sera un souvenir partagé avec Jason et avec sa sœur, puisqu'on était tous les trois pour découvrir ce concert dessiné. Donc c'était super. Et je termine par 3 albums, encore un cadeau de Jason qui me gâte beaucoup trop, qui est magnifique comme vous pouvez le voir. Et assez mystérieux parce qu'il n'y a pas de titre, il faut l'ouvrir pour avoir le titre. Ça s'appelle Les idées sont de drôles de bestioles. C'est comme d'habitude d'Isabelle Simler, qui est vraiment une de mes illustratrices préférées. Et c'est comme d'habitude aux éditions courtes et longues. Comme d'habitude avec Isabelle Simler, il y a assez peu de texte, mais les illustrations parlent d'elles-mêmes. C'est magnifique, j'adore. J'ai acheté d'un grand loup rouge de Mathias Freeman aux éditions Les Fourmis Rouges. Je vous ai présenté il y a quelques mois un autre des livres de cet auteur qui s'appelle D'une petite feuille verte ou quelque chose comme ça, dans le même format allongé à l'italienne, chez le même éditeur, Les Fourmis Rouges. Dans la petite feuille verte, on parlait un petit peu du cycle de la vie. C'était comme d'habitude avec cet auteur illustrateur dans des tons gris, dans des teintes grises, crayonnées gris, mais avec des touches de vert pour la petite feuille verte. Et là, on va être plutôt dans des teintes rouges, puisqu'on va découvrir un loup rouge. Donc là, c'est pas le cycle de la vie, mais c'est plutôt une histoire de tolérance, d'amitié, de mixité, métissage, de rencontres. Voilà, avec des étrangers. Comme vous pouvez le voir, c'est surtout des dominantes grises en crayonné et un élément rouge qui va vraiment se voir sur la page au milieu des illustrations plus grisées. Et enfin, vraiment, le tout dernier livre que je vais présenter dans ce book haul, c'est un album jeunesse qui est très connu, que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque, que j'aime énormément. D'ailleurs, je pense que l'auteur est irlandais en fait. À vérifier, mais je pense que l'auteur est irlandais. Donc finalement, même dans les albums jeunesse, j'ai des auteurs irlandais. Mais vous le connaissez très certainement si vous êtes parent, parce que c'est une histoire qui est hyper connue. C'est de Sam McBratney et Anita Jeram aux éditions École des loisirs Pastel. Devine combien je t'aime. Et moi j'ai pris la version pop-up parce qu'elle est encore plus belle. Une histoire d'amour absolument magnifique. Moi j'adore les livres pop-up, mais c'est vrai que c'est assez fragile hein, quand on a des enfants. Après ça veut dire que les livres sont manipulés, donc c'est plutôt positif. En tout cas, si c'est une histoire que vous ne connaissez pas, je vous invite à la lire et à l'offrir à des papas, parce que vraiment, c'est très beau. Et la phrase de conclusion est juste merveilleuse. Voilà, j'en ai fini avec cet énorme book haul. J'espère que ça vous aura plu, ou au moins que ça vous aura donné des idées de lecture. Moi, je vous avoue que je suis vraiment ravie de tous ces nouveaux livres dans ma bibliothèque. Je sens que je vais me régaler. C'est horrible parce que je sais que j'ai des livres géniaux qui m'attendent dans ma bibliothèque. Des trucs magnifiques, des trucs que je vais adorer, qui vont me régaler, qui vont être trop bien, et j'ai pas le temps de les ouvrir quasiment. Si vous avez, je sais pas, des trucs pour que j'ai besoin de moins de sommeil, pour que j'ai plus de temps devant moi, et voilà, je suis preneuse. Parce qu'en fait j'ai beau être hyper organisée entre le boulot, le sport et puis le quotidien quoi. Faire à manger, aller faire les courses, les tâches ménagères, je sais pas.
Il est 23h le soir, 23h30, et je me dis ok, j'ai même pas eu le temps de lire 10 pages, je sais pas où passe le temps. Bah là voilà, il est midi, ça fait 1 heure que je tourne la vidéo, et bah voilà, j'ai encore pas lu de la matinée. Bon, j'ai fait plein d'autres choses, hein, mais j'ai encore plein d'autres choses à faire cet après-midi, donc je sais pas si je vais avoir le temps de lire, dommage. Bref, franchement, je sais qu'il y a des mamans qui sont blogueuses, booktubeuses, instagrammeuses, mais je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler, élever vos enfants, vous occuper des tâches très chiantes, avoir des loisirs à côté, voilà. Vous êtes mes héroïnes du quotidien, je sais pas. Parce que là, si en plus on avait des enfants, mais je sais pas. Voilà, il faudrait que je me pique avec, je sais pas, du LSD, un truc pour que j'ai pas besoin de dormir, j'en sais rien, parce que voilà, il faudrait que j'arrête de travailler. Ça serait bien. Et j'avoue que ça serait la solution à beaucoup de choses quand même, hein. Enfin pas l'argent, mais à tout le reste ça serait bien. Bref, j'arrête les digressions. Je vous souhaite un très bel automne, de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!